Bonjour, bienvenue dans ce JT. À mes côtés aujourd'hui, Valérie Lenigène, journaliste à France Bleu Brésil. Ensemble, nous allons commenter l'actualité de ce vendredi 1er juin dans le Finistère. Justice pour commencer. Les 24 sociétés du groupe Doux ont été placées en redressement judiciaire ce vendredi après-midi par le tribunal de Quimper. Erwan Losso était au siège du leader européen de la volaille à Châteaulin. Il a rencontré les syndicats dans l'attente de cette décision. Les 3400 salariés du groupe Doux devraient enfin avoir des réponses au sujet de l'avenir du leader européen de la volaille et donc du leur. Un comité central d'entreprise est prévu ce mardi en compagnie des dirigeants du groupe. Cet après-midi, les représentants du personnel, très inquiets, attendaient avec impatience le délibéré du tribunal de commerce de Quimper. Sans formation, on a 25 ans d'ancienneté dans le groupe Doux. Qu'est-ce que vous voulez qu'on aille faire sur le marché du travail avec une ancienneté à 40-50 ans? Où voulez-vous réinsérer les gens dans la société civile? Que le groupe Doux soit morcelé, comme vous dites, revendu, et par des entités qui partent, et des sites qui soient fermés. Une restructuration avec des licenciements, ça nous inquiète beaucoup. Et dans le cas d'un redressement judiciaire, solution la plus pérenne pour les salariés comme pour les 800 éleveurs qui dépendent du groupe, il faudra néanmoins trouver des fonds. Valérie Lenigène, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes journaliste à France Bleu Brésil. Premier gros dossier difficile pour le nouveau gouvernement. Des questions se posent d'autant plus que le groupe Doux est un grand bénéficiaire de fonds publics. Oui, l'an dernier, le groupe a reçu 54 millions d'euros de subventions. En fait, c'est le premier bénéficiaire français de la PAC. En 15 ans, je crois qu'on chiffre à 1 milliard d'euros les aides européennes. Alors évidemment, ça pose question, ça demande sans doute un audit financier du groupe et aussi peut-être du patrimoine de la famille Doux, parce qu'on va travailler évidemment dans plusieurs ministères en cellule de crise, parce que c'est pas rien tous ces emplois, pour trouver des solutions. On peut rappeler peut-être le nombre d'emplois concernés. 3400 et puis 800 fournisseurs. En Bretagne, c'est énorme. Revenons à présent sur l'arrivée du nouvel entraîneur Landry Chauvin au Stade brestois. Ce vendredi, l'ex-entraîneur du Football Club de Nantes s'est déplacé à Brest, l'occasion de se présenter et de présenter sa méthode pour la saison prochaine. Ce vendredi, Landry Chauvin est venu découvrir son nouveau terrain de jeu, ou plutôt d'entraînement. Le nouvel entraîneur du Stade brestois a fait le déplacement en Pays d'Iroise. Il a expliqué son coup de cœur pour Brest. Je sais qu'ici ça sent et ça vit le football, donc pour être venu aussi jouer avec Sedan, le stade Francis Leblay est toujours plein comme à neuf, donc il faut que ce club continue de grandir et puis se maintienne en Ligue 1 pour que justement tout ce qui se passe à côté, les infrastructures, puissent suivre. Donc c'est ça qui m'intéresse dans ce projet brestois, même si je sais que je serai d'abord jugé sur les résultats et c'est normal. D'origine mayonnaise, ce diplômé en sciences économiques est tombé dans le foot par passion. Il a craqué pour la simplicité brestoise. Le foot, c'est un sport simple, donc quand il est en plus dirigé par des gens simples, c'est beaucoup plus facile. Monté progressivement dans la hiérarchie du foot, le nouvel entraîneur de Brest n'est pas impressionné par la Ligue 1, même s'il n'a jamais entraîné d'équipe à ce niveau. Vous savez, quand je suis arrivé à Sedan, j'avais jamais entraîné une équipe de Ligue 2. Alors après, il y avait deux solutions. C'est soit je copiais sur tous les entraîneurs pros que j'avais vus au cours de ces 15 années à Rennes. Et soit je faisais ce que j'ai toujours fait avec les jeunes en formation et que j'ai pris cette option-là. Et puis voilà où ça m'a amené aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je dois vous avouer que je suis plus à l'aise aujourd'hui qu'il y a 4 ans quand j'étais présenté aux médias à Sedan, il faut être honnête. La reprise de l'entraînement, ce sera le 28 juin prochain. D'ici là, il faudra recruter des joueurs avec les moyens du Stade brestois, c'est-à-dire le 15e budget de Ligue 1, environ 30 millions d'euros. Et autre actualité pour le club de foot brestois, Valérie. Il a tendu une main hier, jeudi, au club de handball féminin, l'Arvor 29. Oui, champion de France menacé de disparition en raison de problèmes financiers. Le Stade brestois, sans doute, qui veut profiter de la popularité de ce sport féminin, donc à suivre.
À suivre, tout à fait, politique. À présent, dans le cadre des législatives, nous vous avons présenté toute la semaine dans ce JT 4 des 8 circonscriptions du Finistère, Brest rural, Brest ville, Carhaix-Châtelain et Concarneau-Quimperlé. La semaine prochaine, focus sur Pont-l'Abbé, Douarnenez, Morlaix, Quimper et Landerneau-Landivisio. Et ce vendredi, TBO vous propose un débat entre les candidats de la circonscription de Brest rural à 19h15. Alors Valérie, le débat sur les législatives intéresse-t-il la population ? Eh bien, selon un sondage Ipsos pour Radio France, 57% des Français estiment que cette campagne n'est pas intéressante. Pourtant, ici, et nous organisons aussi des débats sur France Bleu Brésil, on trouve qu'ils sont de bonne tenue, notamment dans le Finistère, oui, notamment dans les 3 circonscriptions qui pourraient basculer de droite à gauche. En tout cas, si on regarde les résultats au premier tour des présidentielles, même s'il faut évidemment être prudent parce qu'on ne sait pas quelle est la part de rejet du candidat Sarkozy et de son côté bling-bling qui n'a jamais plu aux Bretons. Et est-ce que réellement les électeurs ont changé de conviction profonde? En tout cas, ça reste assez intéressant sur ces 3 circonscriptions. Brest rural, où ça discute fort sur le modèle agricole. Landerneau-Landivisio sur la centrale à gaz, vraiment un débat intéressant. Et Châtelain-Carhaix sur la ruralité. C'est vraiment 3 circonscriptions où les débats sont vraiment passionnants. Avec du suspense, un peu. Absolument. Il y a parmi les candidats des candidats fantômes. Alors, qu'appelle-t-on les candidats fantômes et pourquoi y en a-t-il? Alors, ce sont les candidats qu'aucune rédaction n'arrive à joindre. Alors, nous sommes intéressés à la question. En fait, pour se présenter, il suffit de donner en préfecture une attestation d'inscription sur une liste électorale dans n'importe quelle commune de France. Et le ministère de l'Intérieur a donné comme consigne aux préfectures de ne pas divulguer les adresses des candidats, de sorte que les journalistes ne peuvent pas localiser ces candidats injoignables. Et donc, on ne sait pas du tout s'ils viennent de la planète Mars. En tout cas, ils semblent parfois hors sol. Et puis, il y a d'autres candidats qui sont là, on arrive à les situer, mais ils font une campagne très, très minimale. Et quelquefois, on se pose des questions. On peut les surnommer les candidats 1,63 €. Alors, pourquoi est-ce qu'on les surnomme comme ça? Eh bien, tout simplement parce que lorsqu'une formation politique réussit à mettre des candidats dans 50 circonscriptions en France, s'ils passent la barre des 1%, donc c'est très faible, mais ils récupèrent 1,63 € par bulletin de vote. Donc ça peut être quand même assez juteux. Donc c'est des questions que les électeurs peuvent se poser lorsqu'ils voient des électeurs qui ne sont pas du tout présents sur le terrain. Et donc le premier tour des élections législatives a lieu dans une semaine, dimanche de la semaine prochaine. On prend le large à présent, direction Quéménès, cette petite île dans l'archipel de Molène où vivent David et Soisic Cuisinier depuis 5 ans. Mathilde Quéméner a rencontré ce couple de Robinson Crusoe. Regardez. Des oiseaux, une basse-cour, un cochon de compagnie prénommé Gaston et de l'eau, beaucoup d'eau. Vous voici chez David et Soisic, sur l'île de Quéménès, à 9 km du Conquet. Inhabité pendant 20 ans, le Conservatoire du Littoral a souhaité faire revivre les lieux. Les maisons sont reconstruites et les dernières technologies vertes installées. Quand on est arrivé en 2007, il n'y avait pas d'électricité ni l'eau courante sur l'île. Et c'est une chose qu'on a vu arriver, je pense avec la même joie, le même étonnement qu'ont pu l'avoir nos anciens à l'époque quand c'est arrivé. De quoi se lancer dans une activité économique rentable. Chambre d'hôtes, production de pommes de terre et ramassage des algues de rive. En 2011, ils ont pu se verser 2 salaires à temps plein. Pour ce couple, le confort est le même que sur le continent et la vie loin d'être solitaire. On a de la chance, c'est que parmi nos amis, beaucoup sont équipés de bateaux parce qu'ils sont soit plongeurs, soit voileux et du coup on est rarement tout seul, même l'hiver. Et en 5 ans, David et Soisic ont doublé la population de l'île. Avec Chloé 2 ans et demi et Jules 3 mois, les préoccupations ont changé. Maintenant, on sait économiquement que c'est viable, donc a priori, on peut rester, on pourra gagner notre vie, donc ça c'est un bon point. Maintenant, il va falloir voir par rapport aux enfants, est-ce que c'est un mode de vie qui peut convenir à la croissance de jeunes enfants? Pour la scolarisation, il parle dans un premier temps de la faire à domicile. Mais en attendant, le couple prend ses premières vacances cet hiver au soleil. Ils sont en pleine recherche d'une nounou pour Gaston. Alors c'est une belle aventure, Valérie, digne d'un roman finalement. C'est magnifique aussi dans la réalité, cette capacité d'autonomie, d'abord au niveau énergétique, puisqu'ils sont totalement autonomes en éolien et en photovoltaïque. Et puis c'est une vraie leçon de vie. Par exemple pour l'eau qui vient d'un puits sur place, il faut faire très attention. 35 litres au maximum par personne. Ça a déjà arrivé d'ailleurs au couple de devoir couper l'eau lorsqu'un autre avait été un peu imprudent et prenait plusieurs douches par jour. 35 litres d'eau, alors que
nous, sur le continent, on est aux alentours de 100 litres. Parfois même 130 si on prend la courbe haute. C'est incroyable finalement tout ce qu'on peut dépenser en eau chaque jour. Et c'est une façon de vivre avec Internet, dans la modernité, dans la vraie modernité, mais avec un vrai respect de la nature. Puis c'est assez fantastique de voir les nouvelles espèces qui se réadaptent. Voilà, les prairies qui arrivent sur les friches. Bon, bravo à ce couple, effectivement. Merci beaucoup Valérie Onigène d'être venue sur ce plateau pour commenter l'actualité de ce vendredi. Et bon week-end. Et n'oublions pas la fête des mères. Et bonne fête aux mamans, effectivement. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. La semaine prochaine, retrouvez Frédéric Lorenzon. Bon week-end. Au revoir.